Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce transfert room dans lequel je vais essayer d'échanger quelques expériences pratiques aussi vécues dans le cadre de l'application de cette approche du design thinking. Pour une didactique, j'ai mis ça comme titre, innovante dans la formation professionnelle. Si vous voulez, cette approche s'inscrit un petit peu dans les mots, dans les phrases qu'on a entendues des relateurs de ce matin. À partir de la directrice de l'IFFP, quand elle parlait des défis, à partir des paroles aussi du président de la Confédération, Guy Parmelin, quand il parlait des choses, de voir les choses sous un autre angle, de l'importance de la curiosité, de l'importance et de l'habitude et l'ouverture pour le changement, la valeur de la créativité, penser à l'impensable, etc., etc. Pour ne pas oublier aussi ce que la collègue Anti Barabaj nous a dit par rapport à la culture de la formation et de l'apprentissage novateur. Je crois que cette approche s'inscrit justement dans ce contexte-là, en passant, si l'on veut, du quoi au comment. Comment est-ce qu'on crée tout ça? Comment est-ce qu'on peut le développer? L'approche en soi n'est pas très nouveau. Il a été appliqué déjà pendant plus de 30 années dans d'autres disciplines, notamment dans le management, dans les disciplines de l'entrepreneuriat, de l'économie d'entreprise, etc. Dans le monde de l'éducation, en particulier l'éducation tertiaire, c'est beaucoup plus récent, si l'on veut. Et dans la formation professionnelle, c'est encore peut-être plus récent. Mais c'est là qu'à mon avis, il y a des grands potentiels de développement, étant la formation professionnelle très orientée aux compétences pratiques et à la satisfaction de besoins concrets. N'oublions pas que le marché du travail, les entreprises, les institutions, les organisations en général sont toujours plus à la recherche de compétences de problem solving, qui est une des compétences clés qu'on entend toujours par les responsables RH, par exemple, quand ils cherchent des ressources. Donc, l'approche design thinking, qui est fondamentalement une approche de problem solving, s'inscrit parfaitement là-dedans. Personnellement, je l'ai utilisé plusieurs fois dans ma carrière professionnelle. Je suis encore en train de l'utiliser dans la formation, dans les services, dans la formation, dans la recherche appliquée. Et donc, c'est une approche que je connais assez bien. En ce moment-là, même, je suis en train de l'appliquer dans l'accompagnement des enseignants de formation culturelle, dans la structuration de parcours de formation continue. Je suis en train aussi de l'appliquer avec mon team de formation continue ici à Lugano dans la création de ce premier hackathon de la formation professionnelle qui aura lieu le mois d'août prochain ici à Lugano. Comme toutes les approches, évidemment, il présente des points forts et aussi des limites, on les verra tout à l'heure. Mais pour l'avoir utilisée personnellement, je peux dire que si elle est appliquée rigoureusement, et donc pas comme un perroquet, disons comme ça, en appliquant tous les instruments possibles et imaginables, les côtés positifs en termes d'effets et de résultats, je peux vous dire qu'ils dépassent largement les limites. Et je vais vous présenter dans les prochaines minutes quelque chose lié à cette approche. Donc, qu'est-ce qu'est cette approche, comment il est appliqué ou peut être appliqué dans le monde de l'éducation, quels sont quelques instruments qu'on peut utiliser et puis les limites. Et puis, on ouvrira la discussion. Je fais ça en m'appuyant sur mon expérience
d'une part, et puis d'autre part, en utilisant, si vous voulez, l'inspiration que j'ai eue en lisant 2 articles scientifiques, que je vous ai mis d'ailleurs aussi dans ma bibliographie, qui résument très bien le concept, les potentiels, les méthodes, les limites de cette approche. Donc, quelle est la thèse que j'aimerais discuter à la fin avec vous si on aura l'occasion aujourd'hui ou bien aussi dans le futur proche? C'est un peu ça. Donc, malgré la nouveauté de cette approche, en particulier pour ce qui est des applications dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage, le design thinking est un processus, un état d'esprit qui, comme je disais, s'adapte fort bien à la solution innovante des problématiques qui caractérisent ces domaines de l'enseignement et de l'apprentissage. Il s'agit toujours, on les connaît très bien, c'est des problématiques très, très complexes, centrées sur l'humain, multidisciplinaires, multi-acteurs, multidimensions, multi-effets, impact. Et rarement, ces problématiques-là sont solubles par des processus linéaires. Ce n'est pas comme monter un moteur d'une voiture. Hein. Donc, il y a beaucoup d'itérations, beaucoup de rétroactions dans ces processus-là, ce qui font cette complexité. La solution de ces problématiques nécessite de la créativité et malgré toutes les contraintes qu'on connaît dans les systèmes scolaires de formation professionnelle, on peut toujours ouvrir des marges de manœuvre pour se payer ce luxe de développer de la créativité et de gérer des processus d'innovation participatifs qui touchent un peu toutes les dimensions de la formation professionnelle. Ça peut aller des questions plus organisationnelles, si l'on veut, jusqu'à la création et au développement d'artefacts de formation, de produits de formation, etc. C'est des problèmes qu'on connaît très bien, le développement de cours, de parcours, de plans d'études, ça peut être des problèmes liés à la motivation des étudiants, ça peut être le climat scolaire, ça peut être l'enseignement orienté aux compétences pratiques. L'approche donc se prête bien aussi à un enseignement et à un apprentissage orienté aux compétences pratiques, ainsi qu'à la didactique par situation. C'est une bonne approche qui peut vraiment soutenir ces types d'orientation. L'approche, donc, ne s'applique pas seulement forcément au domaine de l'économie d'entreprise, du management ou de plus en plus dans l'enseignement supérieur. Cette approche, c'est un processus participatif, comme je disais, ouvert, très ouvert, qui présente des caractéristiques importantes qu'on voit dans le schéma ici à droite. C'est un processus non linéaire, comme je viens de dire, donc il n'y a pas de la mécanique dans ces processus. Il engendre une collaboration interdisciplinaire. Le plus il est interdisciplinaire et ouvert, le plus les idées novatrices se développent. Il prétend, entre guillemets, une capacité aussi de visualisation. C'est pour ça que ça dérive du monde du design. Il prévoit un raisonnement abductif, donc c'est de l'inférence, c'est ces processus de diagnostic qui sont très, très importants pour comprendre la relation entre les relations. C'est une combinaison entre analyse et intuition. Et puis, ça se greffe sur 3 domaines de compétences que j'ai mis un peu en évidence en jaune. Les compétences de prototypage, donc la capacité de transformer des idées dans des artefacts, quelque part. Des compétences émotionnelles, quand on se lance dans ces processus-là, c'est des processus relationnels. Donc, il y a l'empathie qui entre en jeu, il y a tout ce qui est autour des relations humaines qui entrent en ligne de compte et qu'il faut bien prendre en compte et bien gérer. Et puis, la capacité aussi de penser, d'agir de manière très créative, malgré, comme je disais, les contraintes que le système nous impose. Une autre chose qui est très importante, ça vaut pour cette approche-là, mais en général
par l'innovation dans la formation et aussi ailleurs, c'est que cette innovation qui résulte de ces processus participatifs est toujours orientée par les besoins. Et donc, c'est pour ça qu'il faut intégrer le plus tôt possible, pas seulement les clients du système, mais aussi les bénéficiaires et les utilisateurs finaux de notre offre de formation, par exemple. Donc, dans le système de formation professionnelle, on discute pas mal avec nos clients principaux, surtout les cantons, par exemple. Il ne faut pas penser seulement à eux. Il ne faut pas non plus penser seulement, entre guillemets, seulement aux enseignants et aux formateurs, mais il faut penser aussi aux utilisateurs et bénéficiaires finaux qui sont les étudiants, les jeunes en ligne de compte. Donc, dans la construction, par exemple, d'un cours de formation, il serait opportun d'intégrer dans ce processus de création, de conception, aussi les étudiants, par exemple. Le processus en soi n'est pas très compliqué à voir. C'est les fameuses 5 étapes développées par l'Université de Stanford. Donc, empathize, define, ideate, prototype et test. Donc, vu comme ça, c'est très simple, c'est très intuitif. Alors déjà, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas séquentiel. Ces phases-là s'entreposent des fois. Il y a des rétroactions nécessaires, surtout quand on est dans la phase de test du prototype. Et non seulement ce processus-là n'est pas linéaire, mais la simplicité qu'on voit ici dans le schéma devient complexe dans l'application et surtout dans certaines phases qui, paradoxalement, ne sont pas forcément la phase de l'idéation de nouvelles solutions et même pas le prototypage parfois, mais c'est la phase, les premières 2 phases, empathize et define, donc entrer en relation, établir cette relation, comprendre les porteurs d'intérêt, comprendre et définir après les problèmes, les décomposer, et comprendre bien les défis, tout ce qu'il y a derrière un problème. Donc, c'est le diagnostic. Ça prend de plus en plus de temps aujourd'hui, ces 2 phases-là. Mais sans avoir bien fait ces 2 phases-là, ben, le reste risque d'être inefficace. Donc, ces 2 phases-là, elles sont vraiment fondamentales. Et l'autre phase, c'est la phase de test. Que de temps en temps, on oublie un peu de faire. Donc, on est convaincu que le cours est bon parce que moi, je suis expert de la matière, parce que j'ai parlé avec mes collègues qui sont aussi experts de la matière. Et donc, j'y vais, j'offre le cours et puis on verra si la demande prenne. Alors là, il ne faut pas vraiment se tromper de ce côté-là. Cette phase de test est fondamentale. Il faut vraiment la faire avec les porteurs d'intérêt jusqu'au dernier utilisateur. Ça demande aussi une autre chose pour l'efficacité du processus, c'est cette phase de prototyping, cette phase de prototypage qui ne demande pas d'avoir une offre parfaitement ficelée 100% avant d'aller vers, entre guillemets, le marché pour voir s'il y a des preneurs. Donc, là, on parle de rapid prototyping, on a entendu aussi ce matin. Il faut arriver aussitôt que possible avec une offre et puis on va tester. Ce test permet d'améliorer cette offre et permet d'arriver à des cours, par exemple, qui sont vraiment, qui collent parfaitement aux besoins des bénéficiaires. Alors, l'approche design thinking dans l'éducation et dans la formation professionnelle, alors les potentiels sont vraiment très, très importants, soit du côté de l'offre, donc des enseignants, des experts de l'éducation et de la formation, soit du côté de la demande, donc de la côté des bénéficiaires et des utilisateurs, les étudiants, les participants, les apprentis, etc., qui peuvent profiter de ce processus pour construire toutes sortes de compétences pratiques intéressantes pour leur futur. L'approche augmente en effet
l'empathie, encourage les expériences tacites, encourage l'apprentissage ludique. Donc, cet aspect qui plaît beaucoup aux jeunes générations, donc apprendre à travers, entre guillemets, le jeu, produit des solutions surprenantes et plaisantes parfois, encourage la collaboration multidisciplinaire, ce qui est très important aujourd'hui, et puis favorise la formation et l'apprentissage orienté aux compétences pratiques. Nous le savons très bien, c'est un des piliers aujourd'hui de toute formation professionnelle. Les champs d'application du design thinking, donc, c'est la formation de formateurs et d'enseignants, préparation de plans d'études, planification de cours et de parcours de formation, standards ou personnalisés. Dans le cas des cours personnalisés, c'est encore plus intéressant d'appliquer cette approche-là. L'apprentissage par projet et par situation, le développement de compétences orientées à la pratique et puis les activités d'accompagnement. Cette approche s'applique très facilement, si l'on veut, avec des effets très intéressants sur ces domaines. Les méthodes, les techniques et les instruments, il y en a beaucoup, surtout d'instruments. L'article que je vous ai mis aussi en bibliographie de Panke en a recensé plus ou moins une cinquantaine, parmi lesquels vous connaissez sûrement plusieurs de ces instruments. Panke les a aussi caractérisés, regroupés sous 8 catégories. Mais là, il y a toutes sortes d'instruments que peut-être vous connaissez déjà. Le brainstorming, c'est connu, mind map, la visualisation, les cartes de voyage, ça c'est IDEO, qui a été un des premiers à développer cette approche. Les Fab Labs, les plateformes comme Padlet, Miro, Colaboard, les jeux de rôle, le Scratch dans le prototypage, Storyboard, Mockup, impression 3D, et qui plus peut en ajouter. Donc, ce qui est important, c'est de bien choisir la bonne technique au bon moment dans la phase correcte et en gardant vraiment à l'esprit aussi les personnes, les acteurs, le contexte dans lequel on applique ces techniques. Comme j'ai dit, l'approche présente des points forts et des limites. Si on se trompe ou si on veut appliquer des instruments qui ne sont pas adaptés au public avec lequel on est en train de travailler et au contexte dans lequel ce processus se développe, les effets négatifs peuvent être très importants et les résultats risquent de ne pas arriver. Quelles sont les limites de l'approche? J'arrive à la fin. Il y a un risque de manquer les vraies priorités quand on travaille avec des processus très ouverts. C'est clair qu'il y a un peu le risque de perdre le fil rouge quelque part et donc de perdre un peu les vraies priorités. Là, c'est clair, celui qui gère le processus doit vraiment veiller à ce que ces priorités ne soient pas manquées. Conflit dans les travaux de groupe, ça, on connaît toujours. La vitesse aussi. Parfois, on applique ce design thinking dans la forme la plus rapide, qui est le design sprint. J'ai eu l'appliquer moi aussi. Je peux vous dire que ça peut produire des résultats. Le risque, là, c'est qu'on perde un peu de vue la focalisation un peu sur le long terme. Donc, on est très pressé par produire des résultats et donc on perd peut-être cette focalisation. L'anxiété, la frustration, le processus de design thinking est souvent caractérisé par l'incertitude, la non-linéarité. Et donc, ça peut créer un peu d'anxiété et frustration. Encore une fois, c'est à qui modère le processus et qui le gère la tâche, justement, d'éviter que cette anxiété et frustration deviennent trop importantes et donc qui empêchent au processus de porter à des résultats. Et puis, la tension entre le contenu et l'apprentissage et le processus de sa conception. Ça arrive pas mal de fois que
on met beaucoup l'accent sur la méthode, donc en voulant absolument que les différentes phases soient accomplies. Et là, on peut perdre un peu de vue peut-être le vrai contenu. Donc, l'approche reste une approche. Les instruments restent des instruments, donc à support du développement d'un contenu qui, dans la formation professionnelle, évidemment, comme dans d'autres domaines, doit avoir une certaine priorité. Voilà ce que je voulais dire un peu sur cette approche, un peu en vitesse, je l'admets. Je vous ai mis quelques références bibliographiques. Mon auspice, comme toujours, mon souhait, c'est toujours celui d'expérimenter ces approches et faire aussi des erreurs. Sans ça, c'est vraiment difficile de pouvoir juger sur la méthode, sur l'approche, etc. Et puis, c'est vraiment la meilleure manière pour évoluer. Donc, essayer, expérimenter, puis changer, modifier, adapter. Ce n'est pas inscrit dans la pierre, hein, c'est différentes phases. On peut être créatif et donc les adapter au contexte dans lequel on est. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit au départ, qu'il s'agit d'un processus et d'un état d'esprit. Donc, c'est à partir de là qu'on peut l'appliquer d'une manière efficace suivant les différents types de problèmes qui peuvent arriver et auxquels on veut faire face. Alors, je vois dans la chat deux remarques. Se questo approccio è così efficace, perché la formazione quadriennale in design è stata abolita? Io gli ho insegnato per 4 anni al XIA. Alors là, honnêtement, je ne sais pas très bien répondre. Je ne connais pas du tout le contexte dans lequel vous étiez là. Faut pas non plus peut-être, mais je ne connais pas le contexte, mais je crois qu'il ne faut pas non plus confondre, si l'on veut, le design en tant que tel avec l'approche design thinking, qui est un processus qui touche aussi et qui a des origines aussi dans le design, mais qui va aussi au-delà des aspects très, très techniques aussi et disciplinaires du design. Mais pour mieux répondre, il faudrait que je connaisse beaucoup plus la réalité, le pourquoi aussi de ces changements. Ce que je vois, c'est que dans la réalité, cette approche est toujours plus utilisée. Comme je vous disais, moi-même, je suis en train de l'utiliser en accompagnant les enseignants de culture générale et c'est un processus qui commence à donner des résultats intéressants. Ok, insegniamo storia nel design più o meno con i principi più esposti. Parfait. Comme je disais, ce n'est pas nouveau, hein? C'est une approche qui a connu des développements très, très importants dans plusieurs disciplines, dans la formation supérieure, tertiaire, dans les temps un peu plus récents, et puis dans la formation professionnelle, encore plus récent. Donc, je n'ai pas dit que c'est nouveau, hein, je l'ai dit en introduction, mais l'application dans le monde de la formation et de la formation professionnelle, c'est assez récent. Et même la littérature n'en parle pas encore beaucoup. Donc, c'est vraiment encore de l'application de gens qui aiment faire des expériences. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, champion aussi de la formation duale, ils appliquent déjà depuis des années cette approche dans le développement de plans d'études plutôt que dans la construction de parcours de formation continue, etc. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou bien des questions? Alors,
Nessuno supporta la parte docente in questo approccio. Alors, en ce qui concerne les actions de support du côté de l'enseignant, du formateur, évidemment, lui aussi doit être formé à l'utilisation de cette approche. Une fois qu'il a appris l'approche, donc son fonctionnement, l'utilisation de certains instruments, etc., ben, il deviendra, si l'on veut, le facilitateur, le modérateur de ce processus de travail avec ses étudiants, donc avec les participants des cours dans lesquels il est engagé. Donc, c'est ce rôle un peu qui change de formateur, comme on l'a toujours connu, à un rôle d'accompagnement, de modérateur, de facilitateur de processus. Alors, dans le cadre des cours de culture générale, comme je vous ai dit, on est en plein parcours. Donc, on est en train de développer ces cours dans une logique de parcours. On a sélectionné maintenant 2 champs d'application. Chez nous, il y avait un besoin important dans le domaine de l'économie, des grands changements qui sont en cours dans l'économie, c'est-à-dire ces nouveaux paradigmes, économie circulaire plutôt que clean tech, etc. Donc là, il fallait trouver la manière de construire un parcours de formation continue, pas forcément traditionnel, donc pas seulement des cours qu'on donne le soir, 2 heures de manière frontale, etc., mais un parcours fait de cours de base, si l'on veut, par exemple, sur certains concepts, accompagné avec des ateliers de travail d'approfondissement sur des thèmes très spécifiques, avec d'autres formats que le cours traditionnel. Mais on est en train justement de prototyper en ce moment-là. Alors, les conseils pour se lancer dans une première expérimentation, ce serait justement d'expérimenter, d'avoir le courage d'oser, de prendre un cours aussi simple. Il ne faut pas tout de suite partir, par exemple, avec un plan d'études ou avec un thème ou un problème trop complexe. Un cours de perfectionnement, ça pourrait être aussi un bon point de départ. Et puis, essayer justement de l'appliquer, de le vivre. En plein. Alors, la réaction des participants, au départ, il y a un peu de méfiance, ça, il faut l'admettre, ça dépend un peu du public. Les jeunes ne sont jamais méfiants, ils sont très ouverts, ils aiment bien entrer dans ces processus. Les adultes, ils ont un peu de méfiance au départ, parce qu'ils ne comprennent pas très bien. C'est pour ça que je vous ai dit que les 2 premières phases, l'empathie et la définition du problème, sont fondamentales avec les adultes. Mais après, quand ils voient les effets, les résultats qui se produisent au fur et à mesure, ça engendre vraiment une réaction très positive. Voilà, on doit s'arrêter. Merci beaucoup pour votre attention et si jamais vous savez où me trouver pour développer davantage cette discussion sur cette approche. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.